Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre sujet, on va parler de deux courtes histoires. La première se nomme Ennemi juré et la deuxième, Légende du côté obscur. Mais tout d'abord, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine. Je vous avais parlé la dernière fois que j'étais en train de faire plusieurs lectures pour me préparer à la série qui s'en vient au mois d'août sur Disney+, de la série Ahsoka. Puis pour ça, on suggérait, ce que j'avais compris un peu, que d'avoir écouté la dernière saison de la série animée Rebels était peut-être une bonne idée. Donc moi, évidemment, je me suis lancé là-dedans. Puis dans diverses recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi intéressant tant qu'à aller écouter la série Rebels, mais j'avais le goût d'aller en connaître un peu plus sur les personnages de cette série-là. Puis j'avais un comic qui se nomme Kanan, qui est finalement les débuts, si on veut, du personnage Kanan de cette série-là, quand il était jeune, quand il était Padawan chez les Jedi, puis qui est arrivé finalement lors de 66, qui a mis fin à cette puissance des Jedi-là. Puis la série de comics, c'est un peu cette histoire-là, justement, de comment il est passé d'apprenti Jedi à rebelle, qui s'est retrouvé seul à errer un peu dans la galaxie. Il y a 12 numéros dans cette série-là. J'ai lu ça, j'ai tout juste de terminer. C'était bien intéressant. C'était le fun de voir un peu la genèse de ce personnage-là, qui est un personnage que moi, j'apprends de plus en plus à apprécier. Ce Kanan Jarrus. Donc, j'ai bien aimé ça. C'était très le fun. Sinon, là, je suis en train de compléter la lecture du roman Une nouvelle aube, qui est justement encore là sur ce personnage-là, Kanan, mais aussi l'autre personnage, la Twi'lek Hera, qui est la pilote qu'on connaît bien dans la série animée Rebels. C'est un peu comment ils se sont rencontrés ces deux-là. C'est un peu ça qui se passe dans ce livre-là. Puis je suis en plein dans la lecture. J'ai peut-être le 2/3 de lu, donc j'aurai terminé ça très bientôt. Donc, c'est un peu ça mes lectures présentement. Comme je vous avais dit, j'étais en train de faire une pause de ma lecture personnelle du côté de l'univers Légende de Star Wars. Puis là, je m'amuse à lire du canon Disney. Bien content, c'est intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai aussi reçu des nouveaux livres que je m'étais acheté pour compléter ma collection autant de l'univers légende que de l'univers canon. Puis là, le livre que je vais vous mentionner à l'instant, pas que je suis gêné, là, mais je vous avais dit il y a peut-être 2-3 épisodes que j'allais pas dépenser pour ce livre-là parce que je trouvais que c'était un prix beaucoup trop déraisonnable. Puis ici, je parle du livre publié par West End Games, Tales of the Jedi Companion, qui est le livre qu'on a revu il y a un épisode ou deux, que j'avais pris le temps un peu de vous expliquer son contenu, qu'est-ce qu'on trouvait dans ce livre-là de jeu de rôle. Puis j'ai été chanceux, j'ai réussi à trouver sur Internet une copie de ce livre-là en super bon état, puis j'ai vraiment pas payé cher. Donc je me considère très chanceux d'avoir ça. Malheureusement, comme bien des choses que je me procure, j'ai déjà terminé de lire. Donc, c'est pas tout de suite que je vais m'y remettre dedans, mais je suis content de l'avoir. Là, pour le jour où je vais retourner dans l'univers Tales of the Jedi, c'est sûr que je vais me replonger dans ce livre-là. Sinon, au côté de l'univers canon, au dernier épisode, je vous disais que j'étais en train de faire un peu des recherches pour voir ce que j'avais manqué comme nouvelle parution que j'avais toujours pas acquise. Puis là, je me suis procuré 3 petits livres de l'ère de la Haute République. Puis c'est les livres qui sont pour les jeunes enfants, là, des petits livres toutes minces, qui ont peut-être une dizaine de pages là, avec des images, tout ça, mais c'est
c'est quand même des histoires qui sont inédites puis qui vont se rattacher un petit peu aux histoires plus adultes, plus jeune adulte ou jeunesse. Donc, je voulais les avoir, ces livres-là aussi. Puis les 3 livres, le premier se nomme The Battle for Starlight. Le deuxième que j'ai reçu aussi, c'est Showdown at the Fair. Et le dernier, The Great Jedi Rescue. Donc, bien content. Je les ai reçus. Ça, je les ai achetés neufs là, parce que c'est quand même récent. Donc, c'est encore tout disponible. C'est vraiment pas cher. C'est moins de 10 $ le livre. Sinon, autre petite recherche que j'avais fait, c'est un livre sur Chewbacca. Encore là, dans l'univers canon. Le titre, c'est The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear, qui est un livre jeunesse, celui-là. Je crois pas qu'il ait été déjà traduit en français. Si c'est le cas, je suis pas au courant. J'avais fait un peu de recherche, puis j'ai décidé de me le procurer en anglais. De toute façon, des lectures jeunesse, on s'entend que c'est quand même plus facile et plus accessible à lire, même si l'anglais n'est pas notre langue première. Donc, je voulais me le procurer. Lui, par contre, j'ai pas vu qu'il était encore disponible. J'ai dû me le procurer sur des plateformes là, pour acheter des livres usagés. Mais j'ai trouvé une édition en super état. Là, c'est pratiquement neuf. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été déjà lu. Sinon, dernière acquisition. Là, on revient dans ma zone où je suis complétiste puis que je veux avoir absolument tout ce qui existe au niveau de Star Wars. Puis là, c'est un comic. Mais tenez-vous bien, c'est un comic d'une page. Une seule page qui parle de Star Wars. Évidemment, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà lu parce que je me suis dit, je suis quand même curieux, qu'est-ce que je viens d'acheter là, tu sais. Puis, c'était un numéro spécial qui était sorti chez Marvel Comics. C'était le numéro 1000 des comics. Puis, dedans, il y a une seule page dans ce livre-là qui contient, je ne sais pas exactement, là, peut-être une cinquantaine de pages ou un peu plus, là. Mais moi, c'était pour une seule page à l'intérieur que je voulais avoir ce comic-là. Puis, l'histoire se nomme Red 4, qui est une tout simple histoire d'un chasseur qui, je crois qu'il pourchassait la navette de Darth Vader, puis qu'il l'a battu, puis que là, il pense qu'il a réussi à vaincre le Seigneur Noir, puis malheureusement, non, il est vivant. Je viens de vous conter l'histoire en une phrase, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je veux l'avoir quand même. Puis pour de vrai, c'était vraiment pas cher, là, ce comic-là. Je l'ai trouvé en super bel état. Là, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais faire une transition vers le prochain bloc. Peut-être que c'est ridicule puis je ferai plus jamais ça de ma vie, mais je voulais le faire pour le fun. Donc, on s'en va tout de suite pour notre contenu principal. Bon, avant de commencer notre lecture du jour, je voulais revenir au dernier épisode au sujet de ce qu'on avait discuté, qui était la série de comics de Tales of the Jedi, Dark Lords of the Sith, qui avait 6 numéros dans cette série-là. Aujourd'hui, on va en faire le résumé complet avant d'aller à notre contenu principal. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le personnage Exar Kun, qui avait décidé de défier et d'humilier son maître Vodo pour lui montrer à quel point il était puissant puis qu'il n'avait pas besoin de l'aide de personne. Puis qu'en plus, lui, était très intéressé à en connaître plus sur les anciens seigneurs Sith. Donc, c'était un peu ça qui est arrivé pour Exar Kun. Ensuite, on avait vu aussi Ulic Qel-Droma, qui avait été fouillé dans des possessions Sith de l'ancien roi Omin, puis qui avait mis la main sur un artefact. Puis à ce moment-là, quand il avait touché l'artefact, le fantôme de Freedom Nad était sorti, puis qu'il avait commencé à lui dire comme quoi qu'il voyait en Ulic qui devrait devenir dans le futur un puissant Sith. Fait que c'était un peu ça qu'on avait vu. Là, aujourd'hui, on se retrouve, je dis aujourd'hui, mais pour la suite des numéros, on se retrouve quelques mois plus tard sur la planète Onderon. Puis là, on a Kay Qel-Droma et Tot Doneta qui accueillent un Jedi qui est venu faire des recherches. Ce Jedi-là se dit un archéologue du nom de Exar Kun. Évidemment, nous, on sait très bien que Exar Kun, c'est pas du tout un archéologue, qui est juste intéressé à aller étudier l'artefact que
Ulic Qel-Droma a découvert et d'autres artefacts. Finalement, c'est les artefacts du roi aux mines. Mais à ce moment-là, Maître Arca, il ressent dans la force comme quoi que Khun, il ment à son sujet, que c'est pas nécessairement un archéologue, puis il décide de refuser de lui montrer l'artefact en question. Si on revient sur les sept mondes de l'impératrice Theta, ben là on a Satal Keto et Alima qui attaquent présentement Koros Major, qui est le dernier monde qui leur résiste présentement des sept mondes de l'impératrice Theta. On voit aussi que Alima, avec tous les mois qui viennent de passer, est maintenant rendue maître dans l'art de la magicite, puis a réussi facilement à tromper l'armée grâce à ses illusions. Par contre, tout à coup, l'armée de la République et des Jedi émergent de l'hyperespace pour venir en aide au monde de Koros Major. Par la suite, on voit Capitaine Vanicus qui est accompagné de Ulic Qel-Droma et de Nomi Sunrider qui exige aux nouveaux dirigeants de Theta, Satal et Alima, de cesser immédiatement cette attaque. Comme réponse, Alima, à l'aide encore une fois de ses illusions, elle fait apparaître d'énormes formes éliennes dans le ciel, dans l'espace, qui semblent vouloir attaquer les vaisseaux de la République. Ulic, lui, est convaincu qu'ils sont attaqués par ces bêtes-là, mais heureusement, Nomi, elle, ressent que ces bêtes-là, c'est relié à la magicite, puis que sûrement que derrière l'attaque, il se cache les illusions de Alima, donc elle sait que c'est pas une vraie attaque qui se produit présentement. Si on vient sur Ronderon, dans la ville de Iziz, on a encore une fois Exar Kun qui reçoit l'aide de deux nadistes qui décident de le mener au tombeau de Freedon-Nad sur la lune de Xun. On voit que finalement, il s'est arrangé par lui-même pour trouver de l'aide, vu que Maître Arca et les autres ne voulaient pas du tout lui montrer l'artefact site en question. Donc, à l'entrée du tombeau, on voit que le tombeau est bloqué par un mur qui est fait de métal mandalorien. Puis que là, évidemment, Exar Kun, il n'est pas capable, avec son sabre laser, de briser ce mur-là. Mais tout à coup, on voit le fantôme de Freedon-Nad qui décide de lui ouvrir le chemin de l'intérieur. Puis en même temps, il remet deux parchemins sites. Puis là, ensuite, Freedon-Nad, il dit à Exar Kun de le rejoindre à la dernière demeure des sites pour commencer le grand réveil. Au moment que Exar Kun sort du tombeau, il est attaqué par les deux nadistes qui l'attendaient pour tenter de lui prendre les deux parchemins sites. Mais là, grâce à sa rage, Exar Kun, il réussit facilement à tuer les deux nadistes. Puis là, on le voit qu'il est un peu perturbé de ce qu'il vient de faire, parce que présentement, oui, il est intéressé par le côté obscur, mais il n'est pas nécessairement plongé dans le côté obscur. Fait que là, on voit qu'il est comme en gros conflit interne. Puis là, il crie « Maître Vaudo, mais qu'est-ce que j'ai fait? » Fait qu'on voit qu'il est quand même encore en hésitation, si on veut. Par la suite, on revient encore là sur les sept mondes de l'impératrice Theta. On voit que Alima, grâce à une illusion, a réussi quand même à faire qu'un de ses vaisseaux percute puis compromet l'intégrité du vaisseau de Ulic et de Nomi. Puis en même temps, Ulic est gravement blessé par un shrapnel de cette explosion-là. Puis là, la République doit absolument battre en retraite parce que ça va pas du tout. Ensuite, on a Exar Kun, parce qu'on revient à Exar Kun. On voit qu'il réussit à déchiffrer les parchemins, puis que là, il se rend compte que la suite de son aventure, il faut qu'il se dirige vers la planète Korriban, qui est la planète Sith, où on a toute l'histoire du passé des Sith sur ce monde-là. Donc là, on change encore d'endroit. On revient sur la planète Denaba. Il y a présentement un grand rassemblement de Jedi qui est présidé par le grand maître Odan-Ur. Puis là, ce qui est fou un peu, c'est que Odan-Ur, c'est le Jedi qu'on avait vu au début des comics Tales of the Jedi.
À ce moment-là, c'était un jeune Jedi qui était passionné d'histoire, qui était tout le temps la tête dans ses livres, pour en apprendre un peu sur les sites, sur toute cette histoire-là. Puis là, ben, on apprend que ça fait qui est à la tête de la présidence de ce rassemblement-là de Jedi depuis plus de 600 ans. Fait que, il est rendu vraiment vieux. Bon, vous allez me dire pas encore autant que Yoda est vieux, effectivement, mais quand même, 600 ans, c'est très respectable. Là, on voit aussi Maître Vaudo, on apprend que Maître Vaudo est en retard à cette assemblée-là parce qu'il est très, très perturbé par le départ qui a eu lieu de son ancien élève, Exar Kun, qui était parti faire des recherches sur de vieilles connaissances interdites aux Jedi. À cette assemblée-là, il y avait aussi Ulic, qui était justement, il avait battu en retraite de l'attaque qu'il avait eue, il avait été blessé, tout ça, mais là, il est devant l'Assemblée, puis il tente de les convaincre de dire que là, il faut utiliser une autre tactique, on ne peut plus attaquer, il faudrait essayer d'infiltrer le groupe des Kratt au lieu de faire la guerre. Fait que c'est un peu ce qu'il essaie de leur dire de faire. Sur Korriban, mais là, Exar Kun est arrivé là, puis on voit qu'il se fait attaquer pas longtemps après par des morts qui sont empreints de magicite qui protègent les multiples tombeaux de la planète. Puis là, Freedon Nad, qui est justement encore en fantôme, qui apparaît là, il dit à Exar Kun de se réfugier à l'intérieur d'un tombeau. Mais évidemment, à ce moment-là, il y a un gros éboulement qui arrive, puis ça condamne la sortie. Puis là, Exar Kun, il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre son chemin dans le tombeau. Puis à ce moment-là, Freedon Nad, il libère une grande énergie qui fait s'écouler d'énormes pierres sur Exar Kun. Puis là, la seule option qui reste à Exar Kun de survivre, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter de se laisser envahir par le côté obscur. Parce que l'éboulement que Freedon Nad crée, ça l'a complètement blessé Exar Kun. Il est sur le point de mourir, là, son corps est tout brisé, il est à l'agonie. Puis la seule façon de survivre, c'est qu'il n'y a pas le choix d'utiliser le côté obscur pour se relever de ce moment-là. Puis là, on voit que comme Maître Vaudo, qui a ressenti un peu la détresse de son ancien élève, il tente de l'aider, puis il réussit pas du tout. Là, le côté obscur l'a comme complètement entouré, si on veut. Puis finalement, Exar Kun, il se laisse complètement envahir par le côté obscur. Puis à ce moment-là, dans la force, toutes les Jedi entendent le cri de Kun, de détresse, si on veut, ou le cri de ce qui se passe présentement. Puis là, au même moment, sur Deneba, tout à coup, il y a des pods remplis de droïdes qui s'écrasent sur la planète. Puis Maître Arca, dans ce combat-là, en essayant d'aider Ulic, il se fait tuer. Fait qu'on a le Maître Arca qui est mort. C'est un personnage très important de l'histoire. Puis suite à cette mort-là, Ulic décide d'y aller avec son plan à lui, qui est de conquérir le côté obscur pour vaincre les Kratt. Par contre, Nomi, elle lui répète de faire attention puis de ne pas sous-estimer le côté obscur. Grâce au côté obscur, Exar Kun, il est complètement guéri après s'avoir laissé empreint de cette magie-là. Freedon Nad, après avoir testé le dévouement à Kun, il dit qu'il doit maintenant se diriger sur Yavin 4 pour poursuivre son entraînement aux côtés de Naga Sadar. Et oui, Naga Sadar qu'on avait vu dans d'autres histoires. On retourne enfin sur, si on veut, l'endroit où il s'était caché. Donc, arrivé sur Yavin 4, Exar Kun est attaqué par des Massassi mutants. Puis là, c'est là qu'il se rend compte qu'il a été complètement abandonné par le côté lumineux de la force. Puis que la seule façon qu'il peut s'aider, c'est en utilisant le côté obscur. Puis évidemment, malgré l'avertissement de Freedon Nad, Kun est maîtrisé et mené devant le prêtre gardien du temple sur Yavin 4. Le prêtre dit le prêtre lui dit qu'il est celui qui l'attendait. Donc, comme si Ulic était attendu depuis très longtemps sur Yavin 4. Si on revient par contre sur Ossus, il y a on voit qu'il y a plusieurs Jedi qui tentent de dissuader Ulic d'infiltrer les Kratt. Même le grand maître Odan-Ur lui montre un holocron d'un Jedi qui avait tenté dans le passé de faire la même chose que lui veut faire.
mais qu'au final, le côté obscur l'avait consumé, puis qu'il avait même été tué, il avait même tué son propre maître à cette époque-là. Mais là, on voit que Ulick est furieux parce que lui, il veut pas se faire comme dissuader, il veut l'appui des grands maîtres pour l'aider à réussir à vaincre les Krattes, puis il veut surtout pas être découragé par ceux-ci. À son tour, Kay tente aussi, Kay Qel-Droma, qui était son frère, tente de le convaincre de pas faire cette quête-là seul. Il veut même l'accompagner, mais Ulick, il refuse, puis il dit à Kay comme quoi que cette quête-là, c'est à lui seul de la faire. Puis on voit à ce moment-là que Kay, il est convaincu que c'est la dernière fois qu'il allait voir son frère, qu'il allait plus jamais le revoir par la suite. Si on revient sur Yavin 4, Exar Kun, on voit qu'il est l'invité d'une cérémonie de sacrifice de sang. Là, on voit l'apparition d'une énorme créature qui avait été créée par l'alchimicide de Nagasador qui se réveille. Puis évidemment, la grosse créature, elle attaque Kun. Puis là, c'est là on voit que cette attaque-là était un peu pour le forcer, l'inciter à utiliser l'amulette site qui devrait lui donner comme beaucoup de pouvoir. Là. Fait qu'on voit que Freedonad, il essaie de dire, utilise l'amulette, tu vas pouvoir t'en sortir grâce à ça. Puis évidemment, grâce à l'amulette, Kun voit ses pouvoirs décuplés, puis réussit à vaincre la créature de Nagasador. Puis là, après avoir vaincu la bête, maintenant, Kun il a conquis le cœur des Massassi, donc ils vont être fidèles à lui pour toujours à partir de là. Puis là, on voit que Freedonad est impatient, il veut retrouver un corps physique, mais Exar Kun, on voit qu'il y en a assez de Freedonad. Puis là, il décide de prendre l'amulette, puis grâce à la magie de l'amulette, il détruit le fantôme de Freedonad. Fait que bye-bye Freedonad. Là, on va aller sur Sinagar. Présentement, sur Sinagar, il y a une grosse révolte qui survient. Contre les Krattes, on voit que les Krattes sont en danger. Là. C'est vraiment le peuple qui commence à se révolter un peu sur cette dictature-là. Puis évidemment, Ulick qui a décidé d'infiltrer les Krattes, il voit cette occasion-là comme étant la bonne pour lui permettre il décide de défendre Alima, puis avec ça, d'essayer d'infiltrer les Krattes. Là, on revient dans la citadelle des Krattes. On voit Satal et Alima qui sont en grande discussion sur l'avenir de Ulick. Puis au même moment, le fantôme de Freedonad apparaît. Puis il leur dit que c'est pas Ulick qu'ils doivent craindre, mais plutôt Exar Kun qui possède maintenant un grand pouvoir Sith. Puis il leur dit que le vrai pouvoir des Sith est maintenant en leurs mains à Satal, Alima et Exar Kun. Puis après ça, on a un petit peu de temps qui se passe, puis on voit que Ulick, il est torturé par Satal. Parce que Satal, lui, il croit pas du tout que Ulick veut les aider. Là. Il pense que c'est plutôt un espion envoyé par les Jedi. Puis là, Satal décide d'injecter un poison au Sith. Puis à ce moment-là, il y a une énorme vague de force qui projette Ulick au sol. Puis aussitôt, Alima, elle jette à ses pieds. Puis elle dit à Satal de le laisser tranquille, que d'y faire confiance, elle va réussir à en faire un des leurs. Là, on revient sur Yavin 4. Il y a Exar Kun qui est en train de construire une nouvelle forteresse avec l'aide des Massassi. Il a même réussi, encore une fois, à déchiffrer les parchemins Sith de l'alchimie de Nagasador qu'il avait trouvé. Puis avec ça, il a même commencé à transformer le prêtre Massassi en une bête monstrueuse. Exar Kun avait aussi trouvé l'ancien vaisseau de Nagasador, donc il décide de prendre ce vaisseau-là et de quitter Yavin 4 pour se diriger vers le système Theta et détruire Satal et Alima, les deux autres apprentis de Freedonad. Donc on voit encore, comme tous les Sith, il veut le pouvoir pour lui, puis lui seul. Si on revient à Nomi Sunrider et Kay Qel-Droma, ainsi que Tot Doneta, on les voit qui se rendent sur Sinagar pour tenter de ramener Ulick avec eux. Mais Nomi décide de se faire capturer par les Krattes parce qu'elle pense que c'est peut-être la seule façon qu'elle a le moyen de s'approcher de Ulick. Puis à ce moment-là, une fois qu'elle est capturée, elle est menée devant Satal, qui demande à Ulick de la tuer pour
pour prouver son allégeance, évidemment. Tue-la, puis on va te croire finalement. Mais pour pas brûler sa façade, ben Ulick décide de dire qu'il va l'exécuter, mais à l'aube, en espérant que d'ici là, Nomi puisse s'évader. Puis là, par la suite, Ulick tente de faire parvenir un message à Nomi, mais Satal réussit évidemment à l'intercepter. Puis maintenant, il est au courant du plan de Ulick. Quand même, Noémie réussit à s'échapper par elle-même grâce à la méditation de bataille et contacte Kay et Tot pour qu'ils viennent les chercher, elle et Ulick, justement à la demeure des Kratt. Entre-temps, comme Satal avait découvert un peu le plan secret de Ulick, ben Satal avait envoyé un assassin. Ulick réussit à se défendre puis à tuer l'assassin en question. Puis là, par la suite, lorsque Nomi, Kay et Tot arrivent pour sauver Ulick, ben Satal les aperçoit évidemment. Puis là, Ulick arrive au même moment. Puis il décide d'attaquer l'assassin de son maître Arca, Satal. Il réussit à le vaincre et juste avant de mourir, Satal, il dit comme quoi que le poison qu'il lui a injecté plus tôt va s'activer grâce à la rage du côté obscur. Donc, encore une fois, il y a une énorme vague d'énergie Sith qui sort du corps de Ulick. Puis là, on voit que les 3 autres Jedi, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner sur Ossus sans Ulick. Puis à ce moment-là, Nomi est convaincue que Ulick est perdu au côté obscur puis qu'elle va jamais pouvoir le ramener. Sur Ossus, Kay, Nomi et Tot, accompagnés de Oron Kira, qui était le chevaucheur de bêtes d'Onderon, se préparent à une attaque sur Synagore. On voit qu'on a fait un autre saut dans le temps. Sur Synagore, Alima remet le talisman Sith de Satal à Ulick. Fait que là, on voit qu'Ulick a comme pris un peu la place de Satal, c'est rendu lui qui est à côté, aux côtés plutôt de Alima. Puis là, entre-temps, on voit que Exar Kun arrive sur Synagore avec 2 de ses Massassis. Puis, dans la force, si on veut, dans la force Sith, il ressent l'appel du talisman jumeau, celui que Ulick a en sa possession. Les vaisseaux de l'armée d'Ossus sortent de l'hyperespace à ce moment-là et arrivent sur Synagore et commencent leur attaque. Donc là, on a Nomi, Kay et Tot, qui sont présentement sur le dos des bêtes d'Onderon, puis qui réussissent à entrer dans la résidence royale. Nomi, évidemment, repousse l'attaque de Alima grâce à son entraînement. Elle s'est entraînée pour justement toutes les attaques qui étaient d'illusion de Alima. Les Jedi tentent de convaincre Ulick de retourner avec eux, mais Ulick ne veut rien entendre. Kay veut l'obliger à les suivre, mais Nomi, qui a enfin compris que seulement Ulick peut décider de revenir à la lumière, Fait que là, elle décide de respecter un peu ça puis de laisser Ulick sur Synagore en espérant que par lui-même, il décide de revenir à la lumière. Là, tout à coup, Exar Kun arrive et attaque Alima et Ulick. En plein combat, l'amulette de Exar Kun et d'Ulick s'illumine et au même moment, l'esprit d'un ancien Sith apparaît. Là, on a droit à cet immense Sith-là fantomatique qui apparaît puis il leur dit que Ulick et Exar Kun ont été choisis, puis que maintenant Exar Kun est le seigneur sombre des Sith et Ulick son apprenti. Puis il leur dit qu'ensemble, ils vont conquérir la galaxie. C'était comme ça que se terminait cette énorme mini-série-là en 6 numéros. Ça me tentait de vous faire le résumé, même si c'était très très long, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Je suis tout le temps comme excité quand je repense à l'histoire, à toutes ces histoires-là. Là, c'est tellement bon. Mais là, aujourd'hui, comme je disais tantôt, après cet énorme résumé-là, on va s'attaquer à 2 petites lectures. La première lecture, c'est une courte histoire, une short story, si on veut, qui se nomme en anglais « The Most Dangerous Foe », traduit en français sur le site Star Wars Universe. Le titre qu'ils ont donné dans la traduction, c'est « Ennemi juré ». Cette histoire-là a été écrite par Angela Phillips, était apparue dans le 11e numéro du Star Wars Adventure Journal de West End Games en novembre 1996. Je vais vous faire un résumé sans spoiler, puis on y reviendra au prochain épisode pour la totalité. Cette histoire-là, ce qui est un peu particulier, c'est qu'elle est racontée par Dean Vorson,
lors de l'évacuation des rebelles de la base sur Yavin. Donc, l'histoire, ou si on veut, le fait que Dean Vorson raconte l'histoire, lui, il est à l'an 0 avant la bataille de Yavin. C'est en plein pendant le film, pendant le 4e film, au moment où les rebelles doivent quitter leur base. Puis là, ils décident de raconter cette histoire-là à 2 jumeaux, Thorn et Mavis. Puis l'histoire qu'ils racontent, c'est une histoire qui se passe à environ 4000 ans avant la bataille de Yavin. Donc, c'est un peu pour ça que je la place ici dans la ligne du temps du côté légende. Là. Puis c'est pas mon idée. Là. J'ai vu ça sur plusieurs sites sur Internet. Le monde me suggérait d'aller là juste parce que, pas de la lire là, mais de la positionner à cet endroit-là. Juste parce que ça se passe à 4000 ans avant la bataille de Yavin. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous en parle aujourd'hui. L'histoire qu'il le raconte, c'est l'histoire de Viti Ramuni, qui vient tout juste de compléter avec succès l'assemblage de son sabre laser. Sa maîtresse, Tanis, lui dit qu'il lui reste une dernière quête avant de devenir Jedi. Puis cette quête-là consiste à aller affronter la caverne de la vérité, où elle va devoir faire face à son plus grand ennemi. Bon, un peu un classique comme toutes les histoires qu'on connaît de Jedi, mais c'est le fun quand même. Tanis refuse de lui dire qui est son grand ennemi. De plus, elle peut rien apporter avec elle, même pas son sabre laser qu'elle vient tout juste de fabriquer. Donc, Viti commence son grand voyage vers cette caverne-là. Puis là, arrivé à l'heure du midi, Viti décide de s'arrêter pour boire au ruisseau. Puis à ce moment-là, elle entend une personne qui semble la suivre. Là, elle est convaincue que c'est peut-être l'ennemi en question qu'elle devrait rencontrer. Mais finalement, c'est pas du tout son ennemi, c'est seulement son frère Vinny qui a décidé de la suivre. Mais là, comme Vinny, il connaît pas comment retourner au Prexum Jedi. Là, Prexum Jedi, je le lisais dans le texte, j'étais comme ça, quoi ça? J'ai l'impression que ça doit être comme leur temple Jedi ou quelque chose comme ça. Là. Je suis désolé si j'ai pas l'information. Si vous le savez, vous pouvez m'écrire, me donner l'information ou aller l'écrire sur YouTube en dessous du vidéo de l'épisode. C'est comme vous voulez, mais j'ai pas fait beaucoup de recherches pour ça. Mais il l'appelle le Praxum Jedi. Mais là, comme il sait pas comment retourner à cet endroit-là, elle décide d'accepter qu'il reste avec elle, mais il faut absolument pas qu'il interfère dans son aventure. Je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, c'est une courte histoire, donc je veux rien spoiler pour le moment. Mais je peux vous dire que c'est une histoire classique. Là, juste dans le début, on voyait là, que c'est une Jedi qui a une épreuve, qu'il faut qu'elle aille affronter ses peurs, blablabla. Mais ça reste que c'est quand même bien. J'ai aimé ça. Puis tu sais, avec une belle petite morale pour les enfants, là, vu que évidemment c'était raconté à des enfants pendant l'évacuation de Yavin. Donc c'est ça, c'est une petite histoire quand même intéressante. Sinon, dernière petite histoire que je voulais vous parler aujourd'hui, ça se nomme A Tale from the Dark Side, qui est dedans le livre que je me suis procuré tout juste, Tales of the Jedi Companion de West End Games. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que cette histoire-là, contrairement aux autres que je vous avais parlé, elle a été traduite sur le site de Star Wars Universe. Le titre en français, c'est Légende du côté obscur. C'est écrit par George R. Stratton. Puis ça a été, comme je vous le dis, publié dans Tales of the Jedi Companion le 1er août 1996. Puis cette histoire-là aussi se passe 4000 ans avant la bataille de Yavin. Puis comme c'est vraiment un très court texte, j'ai décidé pour aujourd'hui que celui-là, j'allais vous le raconter au complet avec spoiler. Donc, attention à ceux qui ne veulent pas être spoilés, divulgachés, je vous suggérerais peut-être aujourd'hui de prendre une petite pause, arrêter l'épisode, aller lire cette histoire-là, puis ensuite revenir écouter la suite. Ou si jamais ça ne vous dérange pas du tout de connaître la totalité de l'histoire, restez avec nous, puis j'y vais à l'instant. Donc, on a le personnage Varan Rheem, qui tente d'accéder à un ancien lieu sacré-site sur la planète de Kraïs. Là, elle est devant un obélisque noir, puis elle récite une complexe incantation au site pour réussir à ouvrir le passage. Là, à ce moment-là, il y a un temple qui surgit, puis elle réussit à passer la barrière d'énergie qui protège l'entrée. Une fois à l'intérieur, elle ressent comme la force du côté obscur qui émane du temple. Puis même qu'elle entend une petite voix faible
qui appelle et qui murmure son nom. À ce moment-là, il y a un spectre qui apparaît puis qui lui dit qu'elle a perturbé leur sommeil de plus de 10 000 ans. On voit que le fantôme Sid, il est là pour protéger l'entrée du temple. Puis là, elle dit au spectre qu'elle n'est pas venue pour combattre, mais plutôt pour en apprendre plus sur leur connaissance Sith. Le fantôme, par contre, il n'est pas dupe, il sait que c'est une Jedi. Puis là, elle lui dit comme quoi que pour elle, la distinction entre les ténèbres ou la lumière, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante pour elle, c'est la force. Mais là, le fantôme Sith ne la croit pas. Puis, il l'informe que d'autres maîtres Jedi dans le passé ont déjà essayé de s'emparer de leur pouvoir. Puis à ce moment-là, on voit 3 spectres qui apparaissent. Puis, on remarque que c'est des spectres d'anciens maîtres Jedi qui sont prisonniers dans le côté obscur. Donc là, à ce moment-là, le spectre attaque et Vara devient un spectre fantomatique à son tour, puis elle est prisonnière pour l'éternité. Puis là, on voit que le seul regret, c'est qu'elle ne va jamais pouvoir informer les futurs visiteurs de ne pas sous-estimer le côté obscur. Là, on revient au classique. Il ne faut jamais sous-estimer le côté obscur. C'est pour ça que cette histoire-là, même si elle est très courte, elle est quand même très bonne. Puis c'est le fun, même si je sais qu'on martèle souvent la même chose. Il faut pas sous-estimer le côté obscur, mais je sais pas, c'est le fun. Fait que c'est une belle petite histoire disponible gratuitement sur Star Wars Universe, donc je vous suggère d'aller la lire. J'aime bien le fait qu'on nous montre encore une fois et toujours que le côté obscur, il ne faut jamais sous-estimer. Toutes les fois qu'il y a un Jedi qui pense qu'il est capable de le contrôler, il se trompe. Fait que c'est un peu ça que l'histoire veut encore nous ramener. Hey, je pense que c'est ce qui fait la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Prochain épisode, on va poursuivre avec une autre mini-série de 6 numéros de Tales of the Jedi. Puis cette fois-ci, ça va être The Sith War. Donc, bien hâte qu'on en parle. Donc, prochain épisode, ça va être ça. Sinon, comme toujours, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire au courriel masemaine-starwars@gmail.com. Sinon, j'ai toujours ma chaîne YouTube avec des courtes vidéos où je vous partage mes lectures ou mes nouvelles acquisitions de romans et comics Star Wars. J'ai aussi Facebook, Instagram, que vous pouvez retrouver avec juste rechercher Ma Semaine Star Wars. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Puis cette semaine, je me suis amusé à ajouter un Twitter. Ouais, Twitter. On va l'essayer là-dessus un peu. Juste curieux de voir si je peux pas atteindre d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées à se joindre à nous pour ce podcast-là. Donc, je suis là-dessus. Je vais republier certaines vidéos que j'avais publiées sur les autres plateformes, juste pour voir. Puis, si jamais j'ai des petits commentaires ou des choses, je vais les faire là-dessus. Donc, je vous invite à aller liker toutes ces plateformes-là. Sinon, encore une fois, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Donc, encore une fois, passez une belle semaine, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. On se revoit très bientôt. Salut!